fidèles téléspectateurs, nous voici à ce numéro des Noblesse Oblige, votre émission que vous aimez beaucoup, votre émission qui vous propose toujours des personnalités. Nous savons que ces personnalités ont créé un personnage et nous courons parfois derrière ces personnalités pour savoir justement c'est quelles sont. Généralement, nous pouvons dire tout ce que nous voulons parce que nous cogitons selon nos propres idées préconçues. Finalement, nous devons les écouter elles-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons reçu un grand artiste, un grand penseur libre, un grand créateur des idées. Et vous allez les découvrir pendant notre interview, pendant notre échange. Bonjour Lexius. Bonjour, monsieur Lavé. Vous allez bien? Euh, Au rythme du pays. Au rythme du En fait, pays. c'est relatif. Si mentalement on fait un effort d'aller bien, cela veut dire que c'est une partie du pays qui va bien. Si l'autre partie va mal, c'est à peu près pareil. Donc en fait, dans tout le corps, là, c'est un grand corps avec des parties qui vont bien et des parties qui ne vont pas forcément bien. Et c'est une question qui m'est venue comme ça au rythme du pays. Et comment vous-même, vous imaginez ce pays, la RDC Congo? J'ai dit bien, comment vous l'imaginez? Bah, j'aurais voulu rester dans l'imagination. Heureusement qu'il existe réellement physiquement et j'y vis dedans. Donc, par contre, c'est que j'aurais voulu de ces pays, ce qui est un peu différent de, effectivement, ce qu'on peut qualifier d'imagination, tout simplement. Euh, c'est que les politiques auraient dû avoir en tête ce qu'on appelle le destin solidaire. D'accord. Et malheureusement, ces destins n'y est pas. Ces destins étaient rompus quelque part. Et à partir de là, on est dans cette espèce de désordre qui caractérise, on est dans cette espèce de tempête qui tourbillonne et on fait le surplace. Et les plus forts sont en train de tout accumuler. C'est ce retour aux valeurs, c'est les valeurs qu'on a totalement perdues ou totalement inversées à cause de cette tourbillon. C'est dans cette projection que je peux me dire, ben voilà, je l'aurais imaginé autrement. Mais la réalité est celle. Et si aujourd'hui on vous demandait de redessiner l'histoire de ce pays, que proposerez-vous? Merci beaucoup. Mais je crois que ça serait... c'est un peu trop simple, un peu trop facile. Et je n'aime pas quand c'est trop simple et trop facile. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui sonne minimum un peu fausse là. Euh, je ne peux partir que de ce que j'aurais voulu. Ok. D'accord? Mais on sait aussi que les difficultés, c'est aussi ça la société. C'est inhérent à ce qu'on appelle la nature de l'homme. Et donc tout ne peut non plus pas être aussi beau, sinon on serait dans Alice au pays de merveilles. Et à ce moment, ça changerait tout. Mais on aurait tout simplement voulu que dès le départ, la conscience de premier des nôtres, cette grande héritage, je veux dire l'héritage que si je ne reste que dans ce qu'on appelle la sphère politique, par exemple, cette conscience qu'ils avaient de l'indépendance, comment ils se sont tous mis ensemble, les 59, la table ronde, certains politiques entendant, je vais dire, se mettant à la place des autres pour dire qu'on doit tous être ensemble pour y aller, réclamer que le Mumba puisse sortir pour pouvoir y aller. Ça, c'était un esprit, c'était quelque chose. C'est des gens qui pensaient un tout petit peu du devenir de leur pays autrement. Et malheureusement, ben voilà, on s'est perdu quelque part en chemin. Mais aujourd'hui, vous réfléchissez depuis un certain temps, bien sûr, même si dans vos différentes compositions, vous avez tendance à recadrer la société, les comportements de la société. Mais vous parlez un peu beaucoup de la politique, votre vision. Je ne dis pas que c'est tourné pour de bon, mais vous avez quand même beaucoup d'idées sur la politique. Est-ce que c'est depuis votre enfance une vocation ou c'est seulement quand vous avez vu les comportements des hommes politiques, c'est alors que vous vous posez des questions? Ou peut-être quand je suis devenu conscient d'être plutôt une victime, euh, d'être quelqu'un qu'on a servi, à faire valoir.
un prétexte. Non, c'est pas depuis mon enfance, ce serait un tout petit peu faux, parce qu'on n'avait pas conscience de cela. Parce que quand on est enfant, à mon époque, on te disait Kolandamamba politique, ou tout simplement on définissait les politiciens comme étant des menteurs, des ceci, pas forcément des bons gestionnaires de la société que ça pouvait être. Et puis la politique se définissait, bon, on était un peu gamin, mais ça se définissait par M. Mobutu, point barre. Donc c'est lui, c'est le chef, c'est les dieux. Donc à partir de là, non, quand j'étais venu un tout petit peu, un peu plus tard dans ma musique, je vais dire, j'ai commencé directement par ce qu'on appelle le rap conscient, sans savoir que le mot conscient était dedans. Parce que c'était pas chéri, je t'aime, c'était direct une façon de voir, une position, des espèces de leçons morales que les gens n'aiment pas, surtout entendre dans la musique. Et comme même moi, avec les reculs aujourd'hui, j'ai dit, mais est-ce que c'était important de le dire de telle ou telle manière? Mais en fait, c'est la manière dont je m'exprimais déjà. C'est beaucoup plus tard que les gens ont dit de moi, mais c'était très conscient. C'est que tu as toujours été consciencieux. Parce que du coup, on a attaché le mot conscience à l'œuvre. Et c'est encore beaucoup plus tard qu'on a commencé à parler de l'engagement. Donc cette conscience prise très tôt, je viens du Sankourou, je viens des Loja, je suis Tétéla, c'est quelque chose qui, petit, on connaissait déjà le nom de Lumumba, il y avait beaucoup de mythes qui circulaient, des histoires reçues, des fausses histoires, mais qui circulaient énormément sur eux parce que du coup on l'imagine comme un personnage mythique. À la limite, on le déifie un tout petit peu. Donc, tout le monde voulait un tout petit peu ressembler à cette personnalité qui était Lumumba. Et à partir de là, petit, on commençait déjà, voilà, on nous disait un tout petit peu ce qu'il avait fait. Mais c'est toujours au superlatif, quoi. Donc, c'est pas, c'est pas l'évoluer, c'est pas quelqu'un qui a passé les examens, c'est pas quelqu'un qui a voulu à tout prix vivre comme un blanc. Non, c'est plutôt tous les restes. De son autre combat qui nous a été transmis, mais de manière superlative. Donc, du coup, ça, un tout petit peu, c'était un peu la base de la personnalité que je suis un tout petit peu aujourd'hui. C'est le fondement, en fait. Parlant de votre enfance, où avez-vous grandi? Né et grandi? Ah non, mais entre les Là où deux, vous avez passé plus votre je suis né enfance. à Lodja. Je suis né à Lodja, et puis, mais depuis très petit, on va dire depuis mes 4 ans, euh, entre 3 ou 4 ans, j'étais dans les avions tout le temps, parce que comme ayant ma mère ici à Kinshasa, et étant là-bas, constamment on était dans Sibé Zaïre, je voyageais même en sous-vêtements, parce que des fois, je me rappelle, donc j'ai fait première là-bas, maternelle là-bas, première je fais un peu ici, deuxième là-bas, troisième, des fois c'était en plein trimestre, et ah tiens, il faut partir, ainsi de suite. Mais la dernière fois que je suis arrivé, que je me suis réellement installé, parce que comme on a toujours été à la commune de Kinshasa, donc j'ai étudié Saint-Pierre de Garçon, c'était naturel à l'époque. Donc la dernière fois, c'était en cinquième. Donc cinquième Cinquième primaire. primaire. Je suis arrivé, la dernière fois, c'était plus intéressant de faire les avions tout le temps. Il fallait un tout petit peu se concentrer, quoi. Vous pouvez rappeler à ceux qui nous suivent, c'était pourquoi c'est va-et-vient? Ah ouais, c'est-à-dire qu'ayant ma mère ici, ayant ma grand-mère là-bas, ayant des parents ici, et bon, et aussi des parents là-bas, donc j'étais entre les deux constamment, quoi. Les parents sont en vie. Oui, 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 Ok. Ici, sur place à Kinshasa. oui. Aujourd'hui, comme adulte, comme quelqu'un qui enseigne quand même dans la société, vous avez gardé quel genre de rapport avec les parents? Est-ce que vous retournez vers les parents pour suivre encore des leçons? Voilà. Moi-même aujourd'hui parent, mais ce qui est dur est que je suis toujours scruté à la lettre, et je crois que peut-être que j'ai pas basculé, je peux pas dire du mauvais côté parce que je ne crois pas beaucoup à ça. L'artiste est libre de pouvoir créer, l'artiste est libre de faire les images qu'il a envie de véhiculer, parce que de toutes les façons, il faut que la société elle-même arrive à s'y fixer des limites. Et là, on parle de valeurs, des valeurs positives. Si la société n'insiste pas beaucoup sur les valeurs positives, l'artiste ramasse tout ce qu'il peut ramasser dans la rue, parce que son rôle n'est pas forcément que d'éduquer les gens. Il a aussi plusieurs rôles en tant que chanteur. Mais en ce qui me concerne, si je n'ai pas beaucoup basculé, surtout là où on attendait des artistes comme moi, c'est-à-dire des rappeurs, il y a des clichés par rapport à ça, il y a un genre, mais c'est parce qu'il y a toujours, par exemple, l'œil de ma mère.
tu ne le veux pas, elle a toujours un mot à dire, une façon de faire. Elle arrive à n'importe quel moment et puis après elle dit elle n'est pas d'accord sur ça, elle n'est pas d'accord. Mais par contre, elle soutient souvent mes positions, tout comme toutes les mères. Après, elle va dire, je trouve que c'est trop de la politique, je trouve que c'est dangereux. Mais c'est mon rôle de l'expliquer aussi un tout petit peu dans quel environnement nous vivons et qu'on n'est pas forcément venu laisser les autres nous exploiter jusqu'au bout. Mais ça reste des rapports très cordiaux. J'en ai la chance et j'en abuse. Hein. J'en profite au maximum. Ceux qui savent, ils savent que mes parents, ils sont un peu légèrement, surtout ma mère, elle est un peu parano. Mais je préfère ça parce qu'au moins j'ai encore l'œil qui me recadre sur un certain nombre de choses et j'en ai moi-même besoin. Quand vous parlez de vos parents, vous parlez des parents en général, mais vous insistez beaucoup sur maman. Pourquoi? Parce que Parce c'est... que vous n'avez pas encore cité, vous n'avez pas parlé de mon père. Non, parce que j'en parle très rarement parce que je suis, comme on dit, élevé par des femmes. Les gens qui voient mes combats, moi, à un moment donné dans mon cursus, j'ai commencé par la médecine quand j'ai terminé mes études, mais parce que je voulais soigner ma grand-mère avant tout. Donc, moi, je suis élevé par une succession des femmes et j'ai gardé ce rapport-là. Quand vous êtes monoparental, vous cultivez. Effectivement, par exemple, dans le milieu rap, vous trouvez que ça fait bizarre, mais on vous dira que les meilleurs d'entre nous sont souvent ceux issus de la monoparentalité, c'est-à-dire ceux qui ont été élevés par des lionnes, comme on dit. Et au-delà de ce qu'on appelle complexe d'Oedipe du garçon à l'égard de sa mère, nous, on garde encore un rapport beaucoup plus parce qu'en fait, dans notre milieu, euh, tu peux t'attaquer à tout. Dès le moment où tu t'attaques à la mère, les gens viennent facilement aux mains. Bon, maintenant, il faut avoir un esprit de dépassé pour savoir que si ce n'est que le point qui peuvent te toucher, bon, d'accord, on peut relativiser et puis on peut avancer. Vous avez parlé des collèges des garçons, Saint-Pierre, et puis la médecine. C'est possible de nous rappeler votre cursus scolaire et universitaire? Oh non, mais les plus importants aujourd'hui, c'est que pour pas tomber dans ce qu'on appelle, il y a une forme d'apologie alors que dernièrement j'en discutais avec ma fille et j'ai dit, tu sais, je ne te ferai jamais le père qui a toujours été premier ou qui a fait des grandes études et que non, je te mets pas la pression sur ça. Je tente tout simplement de te donner le moyen nécessaire de ta liberté, de ton indépendance intellectuelle. Donc loin de vouloir faire l'apologie de tout ce qui parce que la scolarité, que ce soit tout est bas, tout s'est effrité depuis nous, hein, depuis bien avant nous. Alors qu'on va pas faire, on n'est pas forcément, on n'est pas le reflet exact des études que l'on a fait. Non, après, on a dû se cultiver autrement pour tenter de nous mettre à niveau. Donc, à un moment donné, j'ai dit, ouais, le basique est important, l'école de la vie est important. Alors, commencer à pomper les gens, voilà, j'ai fait telles études. Des fois, je fais un effort. En tout cas, j'ai pas fini en médecine, j'ai fini totalement à autre chose après. Et d'ailleurs, même que j'ai joué par, comment on dit, par excès de confiance. Parce que quand M. Kabila arrive en 97, on était assez jeunes, mais nous, on a eu la chance de terminer des études, on va dire, d'avoir un diplôme D6 beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que moi, je l'ai eu entre 15 et 16 ans. C'est compte tenu aussi de ma précocité au niveau scolaire. Donc, quand il est venu, nous, on était à quoi? On était en deuxième. On allait passer en deuxième médecine. Donc, on allait déjà à CRGM, tenter d'être un tout petit peu en stage, aller voir un certain nombre de choses. Et puis, quand il est venu, on nous a promis monde des merveilles, que le campus, l'Ovanium, il y aura des bourses, tout redevient. On a tenté de demander une espèce de mutation qui nous a été refusée parce qu'on a dit seuls les étudiants venant des institutions officielles telles Unilou à l'époque ou Unikis, compte tenu de la guerre, eux, ils avaient cette chance de pouvoir être admis directement à niveau. Nous, on devait recommencer. Et quand on a recommencé, ben, on a eu l'année la plus longue probablement de l'université à cette époque-là. Et voilà, et voilà, il y a des profs, ça ne sert à rien d'en parler, mais il y a des profs qui ont une façon un cheminement en termes des raisonnements qu'il faut présenter quand vous le faites. Mais nous, c'était déjà une année qu'on avait déjà vécue, donc on partait avec beaucoup d'assurance et on s'est buté à ce qu'on appelle le conformisme la tradition d'un certain nombre de professeurs là-bas.
voilà pourquoi j'ai pas fini en médecine et j'ai dû arrêter pour faire tout en privé, quoi. Dans le privé. Alors, quand vous avez parlé des études, parce que j'ai compris que vous n'avez pas voulu détailler tout ce que vous avez fait dans la vie comme études. Ben, une question simple, mais un peu mitigée. Comment vous considérez les diplômes? C'est un document qui sanctionne un cursus. Mais si on parle au niveau de la scolarité ou tout simplement au niveau académique, mais après le diplôme peut être, il y a plusieurs, il y a des formations, voilà, il y a des diplômes d'honneur et tout le reste. Mais aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne le milieu académique, voire même scolaire ou professionnel, le plus important, c'est de savoir parce qu'il y a une course au diplôme, surtout pour tous ceux, on a vu des choses aberrantes où quelqu'un devient député, ou bon, ça c'est encore rien, on a des ministres qui sont rentrés à l'école, je vais dire, des fois on se pose la question de savoir, mais d'où ça vient tout ça, alors qu'en réalité, la même science, même le peu qu'il a eu pour en arriver là, on a l'impression qu'il y a une totale incohérence entre réellement ce qu'il a été dans je ne sais quelle école où il a atterri en tant que ministre. Et cette recherche des diplômes, à croire qu'il faut augmenter une forme d'expertise, mais en réalité, c'est justement pour démontrer que j'ai eu tel diplôme. Voilà, donc ça, aujourd'hui, quelle est réellement la valeur du diplôme dans un pays qui n'arrive pas à créer un système pour absorber ne serait-ce que la moitié de ce qui termine aujourd'hui, c'est-à-dire en termes de création d'emplois, des politiques ciblées, on se posera réellement la question. Les self-made men sont encore mieux parce que les gens, à force de parler entrepreneuriat, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on oublie la part de l'État dans tout ça, c'est-à-dire la structuration, les conditions nécessaires pour pouvoir, même dans cet entrepreneuriat, pour devenir son propre patron, euh, arriver l'environnement nécessaire par rapport à cela qui n'existe déjà presque pas. Et à force de parler de ça, on croirait que pour ceux qui n'entreprennent pas, ils sont peut-être, comment je vais dire, ils sont fainéants ou n'arrivent à rien faire. Mais en réalité, mais pour entreprendre, déjà, il te faut une forme d'expérience. Alors que ceux qui viennent, ceux qui rentrent même dans quelques administrations, que ce soit publiques ou privées, ne vont pas dans des postes à direction parce ils vont se contenter d'exécuter. Et donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément non plus l'expérience de direction. Donc, au bout de 10-15 ans, la personne qui ne fait qu'exécuter, qui n'a pas accès, qui ne devient pas cadre, au final, donc il y a tout ça qui remet réellement euh, la valeur du diplôme et même le temps que l'on passe là-dedans. Aujourd'hui, on s'est dit, ben, peut-être vaut mieux aller très vite, apprendre l'informatique, aller un peu plus. On a été. Et c'est même un peu, en ce qui concerne les cursus longs, ça pose un problème. Parce que cela veut dire, pendant longtemps, on est tous formés, par exemple, pour devenir des cadres, des médecins ou des juristes. Mais qui construisent réellement le pays? Où sont les ouvriers? D'accord. Aujourd'hui, imagine avec la mutation des voitures en électronique, mais nos mécaniciens ne savent plus faire grand-chose. C'est-à-dire qu'ils enlèvent des pneus, ils remettent, et les choses continuent d'avancer comme si les choses. Mais quand est-ce qu'ils se reforment de nouveau? Sont-ils prêts? On a la même problématique dans la musique. Moi, je l'ai vécu pendant longtemps, où les gens, ils tirent sur les musiciens en disant, par exemple, mais ouais, mais comment vous faites pour vous développer? Mais ça ne marche pas, on a l'impression que vous tournez en rond. Alors qu'ailleurs, les musiciens restent musiciens, mais c'est une autre expertise qui vient sortir la musique de là. On a les gens qui sortent des polytechniques ou je n'en sais rien, et qui viendront avec les algorithmes, les modèles économiques, les économistes viennent, j'aime ce que tu fais, voilà comment on peut faire. Ceux qui ont fait le marketing viennent mettre leur grain. C'est-à-dire que le musicien, à la limite, quand vous le voyez au firmament, dans le top au niveau mondial, en fait, c'est l'ensemble des plusieurs secteurs venus pour pouvoir mettre leur main dessus. Nous, ça crée de la richesse, ça crée de la valeur, et le pays finit par gagner parce que c'est un produit en même temps qui est commerciable, donc c'est des choses qui peuvent être faites. Aujourd'hui, oui, il y a de quoi se poser la question sur la valeur des diplômes. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo. Donc la musique, comme vous m'avez ramené déjà dans ce terrain, la musique peut se faire valoir seulement avec l'interdisciplinarité. Il faut beaucoup de sciences qui doivent concourir pour que la musique aille de l'avant. Mais quand est-ce que vous avez commencé la musique? Ah, plus tôt, hein. Donc déjà, moi, on a parlé de l'interdisciplinarité, ouais, un peu tôt. Moi, j'ai commencé la musique par la danse, très petit,
entre Lodja et ici. J'aime à dire que mes cousins qui venaient, par exemple, de Mboujima ou Lubumbashi en vacances à Lodja, étaient déjà danseurs hip-hop bon, pas d'une certaine manière, ils étaient danseurs hip-hop. Et moi qui n'ai jamais été très bon danseur des hanches, j'ai trouvé en cette expression corporelle quelque chose de magnifique parce que du coup, je ne suis pas obligé de faire comme tous les Africains du centre. Vous devez le savoir qu'au nord, on danse avec les mains comme ça, au sud, c'est avec les pieds, et au centre, naturellement, ils sont très hanches. Donc, au moins avec cette expression venue d'où, venue à l'époque, je ne savais même pas d'où ça venait, c'était beaucoup plus intéressant pour moi parce que tous les corps étaient mis en exergue. Et je suis venu ici, comme j'ai dit, cinquième, sixième, on a continué avec nos petits groupes de quartier. Les soirs, pour nous, c'était devenu presque un sport. Tout le quartier se mettait ensemble pour faire des chorégraphies, des musiques qui étaient très difficiles d'accès, parce que ne perdons pas de vue que c'est une période où les chansons étrangères ou presque sont interdites, où les gens ne portent pas de pantalon, les filles, je veux dire. Donc, c'est réellement les gens du régime Mobutu qui sortaient, qui ramenaient cette musique-là. Et de fil en aiguille, à force de venir chercher nos sœurs dans nos quartiers, ils finissaient par nous laisser des musiques à copier parce que sinon, personne, il n'y avait pas de téléphone pour nous. Donc, comme il n'y a pas de téléphone pour nous, il faut bien, il faut bien dealer avec les jeunes qui sont capables d'aller te sortir quelqu'un dans une des parcelles. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, on en est venu à écrire cette musique qui nous faisait danser. Euh, cette musique qui vous faisait danser, est-ce que là-dedans, vous y trouvez déjà le rap? Oui, c'est-à-dire que le rap existait. Et le rap existait depuis, moi je vous parle de, euh, c'est-à-dire la période où je vous parle de période, on va dire début 90, tout ça, ça existait, des albums étaient vendus, tout était déjà presque bien structuré. Mais sauf qu'ici, on n'avait presque pas beaucoup, ici il y avait beaucoup de danseurs, mais on avait déjà des aînés qui singeaient, c'est-à-dire qui bloquaient les textes des autres, qui rappaient, qui avaient un genre. Euh, à l'époque, je me rappelle, j'étais petit, mais le groupe qui a motivé beaucoup de groupes à faire cette musique-là directement ici, c'est un groupe ivoirien qui s'appelait RAS et qui, à l'époque, avait fait une chanson à succès monumental au niveau de l'Afrique qui s'appelait Agnagna. Tout Kinshasa dansait Agnagna sans intégrer que c'était un mélange du rap et du zouglou ivoirien. Et donc, quand les clips est sorti, parce que nous, on était connectés à la télévision de Brazzaville, Monsieur Charlie Noël, à qui on a dédié un diplôme l'année passée, des reconnaissances de tout ce qu'il a pu faire. C'est le premier à avoir une émission totalement dédiée au rap à cette époque-là. Et au lieu de regarder OZRT, ben, on regardait RTC. Pourquoi? Parce qu'il y avait Vidéo 45 qui diffusait, et puis il y avait XOR pour nous à l'époque. Donc, à partir de là, quand les gens ont vu parce que nous, on avait que la télé, hein, bon, il y avait les fils de régime qui, eux, ils avaient les paraboles déjà à l'époque. Mais nous, avec la télé, c'était ça. Et quand on a vu ces clips-là, je me rappelle qu'il y a des aînés qui ont pris la décision de pouvoir faire cette musique et nous, on a suivi juste derrière. Et quand vous avez commencé la musique, c'était en solo ou vous étiez intégré dans un groupe? Je crois que la musique, n'importe qui vous dira, la musique, c'est toujours une démarche solitaire au départ. C'est dans ta tête, c'est dans la chambre, c'est comme un appel, tu le sens en toi. Moi, j'ai dit, je commençais par la danse. Et la danse, tu vois les autres le faire, tu répètes le mouvement toute seule. Après, tu viens chez les autres. Après, tu intègres le groupe. Ben, musique aussi, chanson, pareil. Tu t'es bas d'abord tout seul avec tes textes dans ta chambre, je n'en sais, je sais pas où, jusqu'au jour où tu croises un ami avec qui tu dis, ah non, on s'entend bien. Peut-être que le mieux serait qu'on puisse être ensemble, nous deux, comme ça on a un petit groupe pour répéter. Ainsi de Le suite. premier groupe où vous avez chanté s'appelle? Oh là là. Ouais, je crois que le premier groupe, c'est moi-même. Je crois que le premier groupe, c'est moi-même. Comme j'ai dit, d'abord une démarche solitaire. Après, on a fait plein de petits groupes. Mais les groupes qui nous a d'abord fait connaître nous-mêmes, parce qu'après, il y a eu un énorme avec le groupe Fatima Seya. À Lingwala, on avait fait plein de petits groupes, les Beeswax, les Cécile. Quand j'étais danseur à la commune de Kinshasa, c'était avec un aîné qui s'appelle Bebson de la rue. Nous sommes courageux, tout ça j'ai vu. Mais les groupes qui nous a fait vraiment sortir nous-mêmes, quand on a décidé de nous séparer du groupe Fatima Seya, c'est un groupe qui s'appelle PNB. Au départ, c'était Ponabiso, mais après, c'est devenu la pensée nègre brute. Okay. Voilà. Ouais, c'était Ponabiso. Après, c'est devenu la pensée nègre brute parce on voulait faire des choses autrement. Parce que après Ponabiso, il y a un groupe Bissonabiso qui est sorti à Paris
avec Passy et les autres, et on avait l'impression que les gens pensaient qu'on était en train de suivre le mouvement, alors que nous, on estime qu'on existait avant eux en termes d'idées d'un nom d'un groupe, alors que eux, c'était le nom d'un collectif, le nom d'un album. Mais nous, c'était réellement le nom de notre groupe depuis le départ, quoi. Vous avez eu aussi des modèles ou un modèle pour le rap, alors vous êtes toujours limité et jusqu'aujourd'hui, comme adulte, on sait toujours lui où il a de l'influence encore sur un rappeur. Soit Bon, moi, je crois que j'ai été plutôt influencé. Le groupe qui m'a influencé réellement, et je crois qui a influencé ma pensée jusqu'à aujourd'hui, c'est un groupe américain qui s'appelle Public Enemy, qui fait beaucoup dans la conscience et dans la musique engagée. Et ils avaient une chanson qui tournait. Et à l'époque, je ne peux pas dire que je parlais même un peu anglais. Ça s'appelait Fight the Power. Nous, c'est comme ça que c'était Fight the Power. Mais nous, on attendait Fight the Power. Donc, je sais, il y a le mot combat et puis il y a le mot pouvoir. Pour moi, ça résumait tout. Donc, je dis, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut combattre. Voilà. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo. Dans la vie, on est toujours influencé par quelqu'un, comme vous venez de le dire, ces groupes américains. Aujourd'hui, vous influencez aussi beaucoup des jeunes. Il y a beaucoup de musiciens qui ont, je ne vais pas citer les noms ici, mais qui ont eu tendance à dérouter aussi les jeunes. Vous, par rapport à votre musique, vous sentez que vous êtes en train de redresser des jeunes, surtout des jeunes qui sont derrière vous. Je ne veux pas avoir la prétention de dire que je suis en train de router ou régler. Et je ne veux pas non plus, parce que souvent je me suis toujours insurgé un tout petit peu contre cette manière de dire qu'il y a certains musiciens qui ont dérouté. Le problème est ailleurs, au-delà des musiciens. Qui sont les musiciens? Dans quelles conditions travaillent-ils? Quel est notre environnement? Les gens finissent par oublier que les musiciens font partie intégrante de cette société. Et souvent, leur création n'est que le reflet de ce qu'ils vivent. Les mots qu'ils sortent viennent bien de quelque part. Ils n'inventent pas tout ça. Les danses viennent bien de quelque part. On leur amène. Eux-mêmes, ils peuvent voir, ils peuvent imaginer. Dans une société qui a perdu des valeurs, où on a oublié ce qu'on appelle la culture, c'est-à-dire la somme des réponses réservées par nos aïeux pour voilà, faire face aux enjeux, par exemple les enjeux d'aujourd'hui, qui est il faut nuancer avec la tradition, parce que pour moi, la tradition, c'est plutôt des réponses que l'on n'adapte même pas, mais des réponses qui ont peut-être produit des fruits positifs dans une époque, mais que l'on continue à donner à des problématiques qui n'ont plus rien à voir avec les problématiques de l'époque. Et ça, je dis que les gens sont dans une tradition. Moi, je suis plus dans ce qu'on appelle la culture. Les réponses que l'on doit donner aujourd'hui sont renfermées dans notre propre culture. Et quand le pays tourne le dos, un pays comme le Congo, qui est un pays éminemment culturel, n'axe sa volonté de développement qui ne vient toujours pas que sur le secteur minier, on tombe dans tout ce qui est argent, argent, et souvent dans un capitalisme qui est sauvage, qui fait que le plus fort ont à peu près tout, et les plus faibles, la grande majorité, les plus forts, c'est un petit groupe qui gère, et la grande majorité n'en a pas. Et dans ça, qu'est-ce qui va se passer? Les créateurs des œuvres d'esprit vont souvent se contenter de ce qui est beaucoup plus facile pour tirer l'épingle du jeu. Qu'est-ce qui est beaucoup plus facile? C'est les instincts le plus, comme on dit, bas. C'est la sexualité, c'est la manière de faire, parce qu'en fait, c'est la seule façon de faire rire la population, mais souvent de lui envoyer des petits messages qui lui ressemblent directement. Parce que dans une douche, avant de se laver, quand on se regarde, en réalité, les questions qu'on se pose souvent entre l'esthétique de son corps, est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on va manger demain, c'est vraiment des choses qui sont totalement basiques. Et beaucoup d'artistes, malheureusement, ou heureusement peut-être, se sont dit, c'est la seule façon. Qu'est-ce qui reste pour la population? Ben, la bière. Bizarrement, tous les pays s'écroulent, mais la bière ne s'écroule pas. Qu'est-ce qui reste pour la population? C'est que des choses basiques comme ça. Donc, quand on mélange la bière, il leur faut de la danse. Et si dans cette danse, on leur ajoute une dose de quelque chose qu'ils aiment particulièrement, qui est lié probablement à la perversion sexuelle ou à la sexualité tout simplement, ben on a un cocktail qui, ma foi, a produit ou a démontré son efficacité depuis la nuit du temps.
depuis la nuit des temps, ça a toujours été la même chose. Donc, voilà ce qui sont devenus ces artistes où l'on pense qu'ils ont dérouté. Parce qu'en gros, au départ, ce n'est pas leur rôle. Ça, il ne faut pas oublier. L'artiste n'a pas que vocation de pouvoir enseigner ou éduquer. Non. C'est parmi les rôles. Mais il y a l'autre, donc il va préférer. Et bizarrement, c'est là où la population se retrouve le plus. C'est quand on chante que pour danser. Moi, quand j'ai pris ma décision depuis des dizaines et des dizaines d'années en disant que mes œuvres font danser le cerveau et non les hanches, c'était une décision, mais il fallait déjà se demander si un jour on s'en sortira avec ça ou est-ce que les gens comprendront même ce que c'est. Mais c'était un choix assumé. Voilà pourquoi on n'est pas dans beaucoup de bars ou de boîtes, mais ce n'est pas mauvais parce que les autres y sont et bravo pour eux. Donc, moi, c'est une composante. C'est une vision que je voulais, c'est une façon de vivre et c'est ma manière de voir les choses, de me dire que peut-être que la meilleure façon serait de conscientiser ou d'éveiller les consciences de mien. Au-delà de la danse, parce que pour danser, il faut un cadre, mais le temps que l'on danse et que l'on joue à fond avec nous-mêmes et nos instincts, le pays est en train de partir. On nous prend tout ce qu'on a. Au finish, on devient des animaux. On se mange entre nous. Regarde comment un petit commandant, je ne manque de respect à personne, un gestionnaire de souciates, un policier, va devenir lui-même OPJ, va fixer les amendes et torturer tout un quartier, alors qu'il y a des instances par rapport à cela qui sont même au-dessus. Quand tu arrives à la commune, c'est encore d'autres problèmes. Le temps d'arriver au parquet, machin, c'est d'autres problèmes. Pourquoi? Parce que la population est presque livrée à elle-même. Donc, il faut quand même chanter cela. Il faut le démontrer. Aujourd'hui, on parle de tout, que ce soit sida, Ebola, la stigmatisation liée. On parle par exemple des personnes vivant avec handicap. 13 000 enfants l'année passée, exclus du système scolaire faute de moyens. Tout ça, ce sont des chiffres. 11% de cette population est handicapée. Et ça va crescendo, sachant que nous tous, nous le sommes d'une certaine manière, mais vraiment recensés. Plus de 11% de la population. Quelles sont les politiques qui vont? Alors que la Constitution, même dans son article, je crois 49, insiste sur ces points. Donc, il y a des choses dans notre société qui méritent d'être dites d'une certaine manière. Comment sommes-nous passés d'un peuple qui louons la beauté de nos femmes à un peuple qui est devenu violeur de ses propres femmes? Comment sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce que nous faisons de tous ces enfants qui sont venus de la guerre, qui eux-mêmes étaient victimes, mais ont entraîné un mouvement qu'on appelle Kuluna, et eux-mêmes, ils ont commencé. Qu'est-ce que l'on fait de ces victimes qui sont devenues eux-mêmes des bourreaux de leurs propres frères? C'est là maintenant que je fonde l'action de mon œuvre et je me dis, ben voilà, je peux le faire de cette manière-là. Mais souvent, n'oublions pas, les gens ne s'évadent pas beaucoup avec ça parce que tu leur rappelles leur réalité tout le temps. Tu leur dis à peu près de se réveiller, mais en fait, en réalité, leur réalité, est-ce que ça impose un réveil ou tout simplement un changement? Et à cette question, je réponds souvent, il faut d'abord qu'il y ait l'éveil, que tu prennes conscience que cette réalité que tu vis est une réalité qui t'a été imposée et que tu décides de sortir de là parce que ton pouvoir est confisqué par certains. Alors, vous avez posé deux questions de comment et pourquoi, où on voit, on voit la science et la philosophie, et vous voulez apporter ou proposer des solutions, surtout en parlant plus de la conscience de l'être humain qui doit être droite ou qui doit être éclairée. Alors, est-ce que vous-même, vous avez des projets sur ça pour dire que moi, bien sûr, il y a déjà des compositions avec le rap. Est-ce que sur le plan beaucoup plus pratique en dehors de la musique, vous avez encore un autre projet pour aider le peuple, la population qui devient un peu amorphe, plus ou moins la population inconsciente, pour qu'elle retrouve son chemin? De prime abord, je n'aide pas la population, je m'aide déjà moi-même, je nous aide moi-même d'une certaine manière. Donc en ce moment, je ne veux peut-être pas parler de l'aide, vu que moi-même je suis dedans. On dira faire ce qu'il y a à faire, que l'on estime. Ça, c'est la première des choses. J'ai toujours, en fait, tout à l'heure, peut-être quand vous avez dit grand artiste et grand ceci, certaines personnes ont tendance à croire que quand on dit grand, cela veut dire qu'il remplit des millions, des salles ou ceci. Moi, je fais toujours une nuance entre un
très bon artiste et un très grand, ou on va dire grand artiste. La différence, la petite nuance, elle est quelque part. Un bon artiste, c'est un artiste technique. Quelqu'un, quand il prend le micro, tu dis non, c'est son don, c'est un don. Le gars, il est très bien, cette femme chante. Non, c'est énorme. Il est trop, trop bon. D'accord? Vraiment, tout le monde s'élève, les gens ont des larmes. Je parle de l'artiste musicien, par exemple, que ce soit un instrumentiste ou. Voilà. Un très grand artiste, mais ça, c'est dans tous les domaines. C'est quelqu'un qui, au-delà de son œuvre personnelle, de sa création, fait réjaillir son influence sur soit l'ensemble de la chaîne ou tout simplement au-delà de sa sphère de confort, c'est-à-dire de sa création. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Travailler avec les enfants, être du côté pour dénoncer la stigmatisation, par exemple, de PVV où j'ai vraiment pris bras corps depuis des années et des années. Travailler dans le secteur de l'éducation. Il y en a tellement que des fois, j'en perds ma tête parce que je n'aime pas beaucoup dire dans ce qu'on a fait ou dans ce qu'on a écrit. Ou par exemple, quand on se retrouve dans les 50 ans de l'Union africaine à Addis Abeba à écrire les 50 prochaines années de l'Union africaine et je fais partie des co-auteurs de ces documents. Ou quand je travaille avec la francophonie, par exemple, sur des questions tout simplement de structuration du hip-hop, mais au niveau de l'ensemble 77 pays de la francophonie que j'ai été pendant longtemps expert. Il y a beaucoup de choses, que ce soit au niveau national, africain ou international, que l'on a fait, mais tout est parti tout simplement des chansons, de tout ce qu'on est en train de faire. Euh, et à partir de là, on sait que on tente le mieux que l'on peut de vivre en fonction et selon les préceptes que soi-même on s'est fixés. Mais après, on peut être en contradiction, j'assume totalement, je suis totalement libre aussi de me contredire à un moment. Euh, mais s'il y a un autre projet qui est porteur, que moi je me dis maintenant qu'il faut y aller, et que l'engagement n'a pas forcément de limite, mais l'engagement a pour vocation de faire bouger les lignes. Quand on a l'engagement civique, ou par exemple dans la chanson, comme nous le faites, il faudrait que ceux qui nous ont demandé, par exemple, nos voix il y a quelques temps, en 2011, comprennent qu'il y a un malaise, comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que cette population est en train de râler. Et à ce moment, en réalité, dans certains pays, soit il y a des pourparlers, soit on va cibler un certain, on parle par exemple du milieu de jeunes, on va voir quels sont ces jeunes, quelles sont leurs problématiques, est-ce qu'il ne faut pas faire des politiques ciblées, mais pas forcément la répression, par exemple, comme on a avec le mouvement citoyen, où certains sont en prison alors qu'ils ne sont que pro-démocratie, ou les artistes qui se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont dit ça et ça. À partir de là, si ce n'est que ça la seule réponse, cela veut dire que on ne cherche plus nos solutions, on les agace au point où ils veulent nous faire taire. Donc, à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout d'une logique. C'est dire que peut-être qu'il est temps. Par exemple, maintenant, comme on parle des élections, voilà pourquoi j'ai pris à bras les corps mon destin et tout simplement les idées que j'ai toujours dit pour dire à la population, je vais me présenter ou je me présente en tant que candidat aux élections législatives nationales dans la circonscription de Lukunga. Pourquoi? Quelqu'un me dira, mais pourquoi tu y vas? J'ai dit, mais déjà, un, pourquoi je n'irai pas? D'autant plus qu'on ne nous écoute pas. Et ça, c'est deux, si ça nous, si nous protège plus, vaut mieux qu'on y aille nous-mêmes. Et trois, c'est une candidature un peu de défiance pour démontrer les lacunes et les manques, à force de dire et de dire. Bon, on va tenter de vous démontrer qu'en fait, vous n'êtes pas de cuisse de Jupiter. C'est que vous êtes venu de nous d'une certaine manière, vous êtes venu demander des voix et vous avez totalement tué ce qu'on appelle les destins collectifs. Et en tant qu'artiste et culturel, qui, plus que nous, peut réellement avoir, peut rebrancher le destin collectif là où il s'est débranché, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. On a cette capacité, je l'ai dit, je l'ai donné dans ma lettre, je l'ai dit sur ma lettre ouverte, de pouvoir faire une œuvre, par exemple, où un jeune de Kisanso, de Malueka ou de Nsangamamba écoute de la même manière qu'un jeune qui habite Gombe ou Montfleury, une seule œuvre. Dans cette façon de faire ou de création, est-ce qu'il n'y a pas là-dedans ce qu'on appelle une distribution égalitaire même, de pouvoir conserver même émotion aux jeunes des Maluka et aussi à un jeune habitant des quartiers chics de Kinshasa? Les conditions ne sont pas les mêmes. En ce qui me concerne, peu importe les conditions d'écoute, quand on écoute mon œuvre, tout dépend, mais moi je le charge de la même manière. C'est la même chanson qui est jouée à Gombe et qui est jouée à Nsangamamba. Et en réalité, si cette personne se connecte avec mon œuvre, parce que chaque artiste
le public ou la personne qui écoute un artiste doit souvent se connecter à cette œuvre pour pouvoir avoir ce qu'il faut. En principe, dès qu'ils font cette démarche, ils ont ça de la même manière. S'agissant de vos œuvres, combien d'albums avez-vous déjà publiés? J'ai en solo 4 albums, mais du groupe où je suis venu, on avait fait beaucoup de choses aussi. C'est possible de nous rappeler même un titre de l'époque, parce qu'il y a quelqu'un à qui j'ai dit, non, on sera en interview avec Lexus et qui me dit, ah, est-ce que ça ne vient pas de moi? Vous ne pouvez pas lui dire de nous donner un titre de l'époque? Moi, je dis, toi, donne les titres. Non, tu lui prends seulement parce qu'on l'a beaucoup écouté. Ah ben, ça dépend. Oui. Par exemple, déjà, les 4 titres de l'album, d'abord. Oui. On a eu, au-delà des plusieurs singles avant, on a eu Artiste Attitude, je crois que c'était 2006. Avant 2006, j'avais sorti beaucoup de sons depuis 2002. Artiste Attitude arrive. Après, je crois que c'est L'Art de la guerre. Après L'Art de la guerre, j'arrête tout pour faire un 5e doigt avec les enfants uniquement. J'estimais que les adultes étaient devenus trop corrosifs et qu'ils ne pouvaient plus changer. Donc, je préfère aller beaucoup plus bas et aller dire aux petits, comme ça, ils me garderont dans leur esprit. Ça a été stratégique et peu importe ce qu'on a perdu, mais on a gagné énormément, énormément en sympathie et en remerciements et autres. Et je me rappelle qu'à l'époque, RTCE était vraiment en avance par rapport à beaucoup de chaînes parce qu'on a fait beaucoup d'émissions, ils ont accompagné beaucoup des spectacles pour enfants et je leur remercie. Je remercie cette chaîne parce que ça fait quand même longtemps que je suis... Merci à Papa Cardinal. Voilà, merci à Papa Cardinal. Et, et puis le tout dernier qui est sorti, c'est Léopard, qui est sorti, on va dire, en février 2016. Mais par exemple, quand Kamwenan Sapu et tous les flous artistiques que les dirigeants nous ont fait sur Kananga a commencé, j'ai sorti une chanson Kananga Kananga en 2017, encore il y a moins d'une année. C'est pour dire que des fois, je suis toujours dans certaines réponses. Et même aujourd'hui, en tant que candidat, ça ne m'empêchera pas, tant qu'il n'y a pas encore eu des élections, de sortir un nouveau projet. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo. En dehors de ces albums, vous avez déjà publié un livre? Non, pas Ou encore. des articles scientifiques? Non, pas encore. Pas En encore. fait, ce qui se passe, c'est que je me rappelle le jour où je suis allé, comment on dit, le jour où M. Wazekwa a sorti son livre. Alors, il a dit devant tout le monde, je crois que le prochain d'entre nous, ça va être Lexus. Effectivement, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup. Et même pour ma candidature, en principe, je devais sortir un essai pour expliquer ma démarche. Mais compte tenu du timing, et vous connaissez la politique du livre ici, où vous n'avez pratiquement pas d'aide, j'ai préféré écrire une petite lettre de 6 pages. Même cette petite lettre, alors que c'est une lettre ouverte, les gens trouvent que c'est too much, qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais je comprends. C'est parce que, mais même dans cette compréhension, je crois qu'il y a des Quinois qui lisent, il y a des Congolais qui lisent, et je ne tombe pas dans cette caricature qui fait que, ah ouais, mais les Congolais ne lisent pas, tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets ça dans un livre. C'est totalement faux. Je crois que il y a beaucoup de chances que je revienne avec un livre. Ce ne sera pas du tout pas des articles scientifiques. Je peux pas. Non, mais par contre, je vais revenir avec probablement avec un livre si Dieu nous accorde le temps nécessaire de pouvoir faire avancer. Il y a un passif qu'il faut raconter. Il y a un combat qu'on a mené qui est énorme. Les gens ne s'en rendent même pas compte. Il faut voir d'où venaient nos parents, les Luambo et autres, et nous, les discours qu'on a aujourd'hui à l'égard du pouvoir, alors que, voilà, chaque époque a son temps. Quand est-ce qu'on a pris cette décision de faire? Vous savez, nous, on a ces discours bien avant, par exemple, le mouvement citoyen, avec qui je m'associe dans beaucoup de choses aujourd'hui. C'est que cette conscience, on l'a, et puis il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font dans le rap ou dans d'autres musiques, mais avec une forme d'engagement peut-être un peu plus virulent que la nôtre, parce qu'aussi la force de l'âge et autres. Mais on est un tout petit peu, un certain nombre d'entre nous sont un peu à la base de cela. Aujourd'hui, quand on a fait émerger le mot engagé, vous savez, rare fois que ces mots auraient été utilisés sans réellement l'être, mais les gens le pensaient. C'est quand M. Kabassé a sorti Indépendance Cha-Cha. Vous ne pouvez pas chanter sur les nez de Belges et autres étrangers qui étaient là en chantant Indépendance Cha-Cha. Oui,
Ouais, vous risquez tout, vous risquez de mourir à n'importe quel moment. Donc, il fallait beaucoup de courage déjà pour faire ce morceau. Mais après ça, on est tombé, il y a un certain nombre d'artistes qui essayaient, mais le régime avait totalement bloqué les choses. Mais nous, on a bravé, certains sont tombés, beaucoup d'amis qui ont marché il n'y a pas très longtemps sont tombés. On est une autre génération et on a fait énormément dans cette direction. Après toutes vos interventions, euh, je sais que vous n'aimez pas caricaturer une catégorie des personnes ou des gens. Mais je l'ai dit quand même, euh, comment jugez-vous? Vous n'aimez pas aussi les termes, mais juger, je l'ai dit aussi. Comment jugez-vous ces personnes qui disent que euh, beaucoup d'artistes veulent faire la politique ou veulent aller euh, au Palais du Peuple parce que la musique ne paye plus? Il y a un mot par rapport à ça. Bon, je ne juge pas comment je perçois ou comment j'analyse. Moi-même, déjà, je suis un artiste et candidat, comme je l'ai dit. Il y a les, les tenants de la tradition politique qui sont habitués à ce que ce soit eux, leurs enfants, et qui ont même, qui pendant très longtemps ont eu l'audace de se faire appeler Excellence, ceci, cela, des titres, qui en réalité, quand on voit l'action sur terrain, ça laisse à désirer. On sont probablement là, au-delà de tout le respect que je peux avoir, mais je crois qu'ils sont aussi à la base de ce genre de rumeurs, parce que pour moi, c'est une espèce de rumeur. On a sorti, par exemple, le mot l'inflation des candidatures des artistes. Quand vous regardez le chiffre global, quand on espère que la CENI va, bon, qui est déjà au niveau de la CENI, quand vous regardez, je ne crois pas que les artistes sont même 1%. Ceux qui se sont présentés, représentent-ils 1% de la masse globale de candidats? Je ne crois pas. Je crois plutôt que ça doit être analysé à froid, exactement comme la naissance de mouvements citoyens qui sont pro-démocratie, qui venaient pour une rupture, parce que dans ce tourbillon, on n'en respirait plus. Il fallait que certaines personnes se disent non, c'est plus possible, il faut arrêter. Nous, on y était déjà avant, on le criait dans nos chansons avant. Et nous, il faut analyser pourquoi nous y allons. J'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs motivations. Ça peut être même l'une des motivations, ça peut être l'échec des politiques en ce qui nous concerne. Par exemple, secteur culturel, on peut rester à froid et analyser les choses. Donc, et pareil, regarde le nombre de projets des sociétés qui sont présentés par des candidats. Avez-vous vu le secteur culturel être valorisé dans tout ça? Ça pose un problème. Ça démontre même une forme de continuité parce que les gens n'ont toujours pas compris. À Addis Abeba, lors des derniers accords, il était question de faire une commission culturelle parce qu'on s'est dit la culture peut être la seule barrière contre la balkanisation de ces pays. Quand les gens auraient compris que leur destin solidaire est d'abord lié par la culture, les gens vont commencer à s'aimer, à se comprendre un tout petit peu. On ne peut pas avoir à Bukavu l'incendie qui vient de ravager autant de maisons. On ne peut pas avoir Ebola de l'autre côté aussi. Et même quand c'était ici à l'Équateur, et voir les gens à Kinshasa, euh, c'est pas la sourde oreille, qui sont totalement, comment on dit, immunisés contre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le pays est balkanisé d'office parce qu'au niveau de la société, les gens ne réfléchissent pas en termes de destin commun. Voilà pourquoi j'ai dit qui plus que les culturels comprennent cela. Où est-ce que ça a été débranché? C'est au Parlement, c'est à l'Assemblée nationale où la voix du peuple doit devenir loi, doit être portée, où là où l'exécutif doit être contrôlé, que ça s'est passé. Qui doit gérer le pays au quotidien? C'est l'exécutif. Mais l'Assemblée nationale revêt la voie royale de contrôler l'action de l'exécutif. Et depuis lors, l'exécutif, ne se sentant pas contrôlé, fait ce qu'il veut en connivence avec les gens de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai ma carrière ouverte. J'ai tous les signaux. Je vous ai dit, peut-être avant ces élections, avant que l'on commence réellement la campagne, peut-être que je vais sortir un nouveau projet. J'ai des dates déjà bouclées ailleurs. Si je me suis décidé de ralentir ma carrière au moment où, si le peuple me vote, je vais être obligé de la ralentir, j'ai toujours le choix. Je suis parti partout. Tout le monde sait que j'ai toujours le choix, tout en ayant un passeport congolais. Les gens m'ont vu me battre avec mes amis concernant les passeports, tout en ayant le passeport congolais, parce que je ne suis que congolais. Parce que dans ces pays, on a tendance à vous donner des nationalités dès qu'on commence à voir que vous sortez. Et nous, là, avec notre peau noire très fort et un nez comme ça, il y a beaucoup de chances qu'on me colle sénégalais ou comme j'aime beaucoup le Sénégal. Je suis toujours capable d'avoir un visa et partir ailleurs et continuer ma vie. Beaucoup de mes amis l'ont démontré. Si depuis tout ce temps
au-delà de toutes les opportunités que cette histoire offre de pouvoir aller ailleurs et mener une vie meilleure, je suis toujours revenu chez moi et j'habite toujours à Kinshasa, c'est que cela veut dire que j'ai une relation autre avec cette terre et avec cette nation. Donc, croire que les artistes sont partis là-bas pour l'argent, les gens doivent se retourner deux fois avant de... Et cette petite minorité qui est en train d'inoculer ce genre des pensées est juste soucieuse de ses privilèges, de la manière de le faire, parce que depuis lors, ils ont cru que les artistes et musiciens ne venaient chanter qu'après leur conciliabule ou OK, leurs accords, ils sont fermes, mais après, ouais, chanter pour nous, on a l'accord et que nous, on vient de faire les fous du roi en dansant, en les faisant danser, et qu'au finish, rien sur nous n'a été dit. Donc, on veut apporter des réponses culturelles à nos différents problèmes. Mais ce n'est pas utopique, c'est possible, tout est possible. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo. On est parti vraiment trop loin avec l'art qui nous amène sur le plan de la société, sur le plan de la politique. Dans l'art nous amène partout. Mais je retourne encore vers l'intimité de votre vie, que vous n'allez pas révéler ici, pas trop intime. Mais vous êtes marié? Vous avez parlé de votre fille. Êtes-vous marié? J'ai deux enfants. Je ne suis pas marié malheureusement et je sais en plus que je suis chez les catholiques et ça ne fait pas forcément, ça fait pas forcément très religieusement propre. Ça, c'est vrai. Mais qui dit que ça ne veut pas dire que je ne suis pas avec quelqu'un. C'est totalement faux. Donc, il ne faut pas aller voir le fait de ne pas avoir d'alliance. Qu'il est totalement célibataire, donc cela veut dire qu'il est libre, non. Et puis des deux, sur ma position, il faut aussi voir ce qu'on appelle aussi un reflet social d'un certain nombre de choses, peut-être pas forcément d'incohérence, mais un peu à la lumière d'une société qui se pose des bonnes questions sur son devenir. À un moment donné, on s'est dit, l'institution mariage, il faut un jour arriver à en parler. Et alors, on commence à se poser des questions. À un moment, on dit, bon, le temps d'avoir des réponses, peut-être avançons de telle ou telle manière. Donc, voilà. Mais effectivement, je suis extrêmement discret par rapport à ça, parce que je sais que c'est sacré de pouvoir laisser les enfants. Je crois que ma fille, à son âge, c'est elle qui m'a inspiré l'album des enfants, est paru dans 2 ou 3 clips avec les enfants. Mon fils aussi, qui a 5 ans aujourd'hui, est paru dans un clip, parce que j'estimais faire justice entre elle et sa sœur, et qu'un jour, elle ne me reproche pas, mais ma sœur, quand elle avait mon âge, était dans un clip. Moi. Donc, j'ai fait avec lui une vidéo, mais naturellement, pour les gens qui me connaissent, ils savent que leur vie n'est pas sur les réseaux, ni c'est pas quelque chose qui serve à faire du buzz, ou ça ne m'intéresse pas. C'est moi qui me suis offert, eux, ils auront leur choix de s'offrir le moment venu. Nous atterrissons petit à petit vers la fin de notre émission. Avant la dernière question, vous pouvez avoir quelque chose à dire sur l'aumônerie de culture et art, l'aumônerie des artistes que les Cardinals a créé, parce que ça n'a jamais existé. Ça fait déjà une année, il a eu l'idée qui est une aumônerie des artistes. Est-ce que vous pouvez avoir un mot sur ça? C'est quelqu'un de très cultivé, au-delà de dire très culturel, le cardinal, et on ne peut que remercier. Cela veut aussi dire, c'est une adaptation culturelle. Cela veut dire quelqu'un qui vit dans une société et qui comprend les enjeux de l'heure, les contemporains. Et ça, c'est très sage de sa part. Parce que, je ne sais pas s'il faut appeler ça département. Cela veut dire, mais regarde, ça nous ouvre aujourd'hui. On pourrait se retrouver sur une scène. Jésus est venu pour les pécheurs. Il y a certaines... je ne sais pas d'où est venue cette idée, mais pour les gens qui ont tendance à rejeter les artistes et musiciens, peu importe le message et la manière dont ils se comportent, il faut rappeler à chaque fois que Jésus n'est pas venu pour les justes. Par contre, il faut les faire venir. Il faut qu'ils paraissent. Il faut qu'ils comprennent. Peut-être même qu'ils peuvent changer leur manière de faire en disant, je crois que j'en ai trop fait. J'ai traîné avec ces gens, j'ai réussi, parce que les artistes, c'est l'âme du monde. Ils comprennent des choses, ils comprennent des douleurs que les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi quand ils les expriment, les gens ont tendance à dire non, il y a quelque chose qui me touche. C'est pas pour rien. Donc, je crois que c'est une très bonne chose et j'espère qu'un jour, ça pourra enfin ouvrir un tout petit peu le dialogue entre nous, qu'on arrive à se poser
des bonnes questions et même des bonnes pratiques que l'on arrive à discuter aussi entre artistes. On ne va pas dire qu'on va mettre Dieu de côté, mais voir exactement ce qu'il y a lieu de faire par rapport à notre situation. Un jour, on pourra parler, nous qui voulons parler culturel en termes politiques aujourd'hui, la politique culturelle, ou euh, peut-être qu'on viendra énormément apprendre chez vous. Vous connaissez beaucoup, beaucoup de choses dans ce pays et dans ces réponses que la culture, dans cette somme des réponses, comme le disait messieurs paix à son âme, Zaïd Ngoma, euh, dans cette somme des réponses, vous êtes la mémoire, vous avez une bonne partie de cette mémoire. Donc, du coup, on viendra peut-être puiser un certain nombre de choses chez vous qui permettra, au-delà de la musique, mais de la culture en général, de faire avancer un certain nombre de choses. Donc, en tout cas, bravo et encore merci au cardinal qui a bien voulu mettre cet organe ou cette institution et lui donner vie. Et voilà. Est-ce qu'il y a une réponse que vous voulez répondre à une question que je n'ai pas posée? C'est que j'aurais voulu avoir comme question de la fin, c'est genre, mais vous êtes candidat à Lukunga et que circonscription de Lukunga et que Lukunga, c'est où se trouvent 90% des gestionnaires de ces pays qui, dans cette confiscation de destin collectif et solidaire, comme on le disait, ont beaucoup de moyens pour battre les campagnes. Comment vous, vous allez vous en sortir? Avez-vous le moyen de vos ambitions? Donc, je peux répondre. Bah, très simplement, j'ai la parole, j'ai un vécu, un passif, une cohérence avec toute modestie, parce qu'en même temps, il y a aussi des contradictions dans cette cohérence, mais dans l'ensemble, mon œuvre, c'est le combat pour la paix, le combat pour ce pays, pour l'éveil, pour la femme, pour les enfants, contre la stigmatisation, contre, et pas mal de choses. Et les gens m'ont vu grandir pratiquement à la télévision, parce que depuis Mandache, moi, j'étais petit, il m'a passé à la télé, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a une forme de cohérence. Et les gens savent que quand je me décide de faire quelque chose, je le fais. Comme le grand festival qu'on a pour le hip-hop RDC, qui depuis des années, au niveau de bilan, on est totalement down, comme on dit, c'est-à-dire on a un bilan négatif financièrement, mais on continue à le faire parce que c'est d'utilité publique et collective. Donc, je n'ai pas forcément ce moyen, mais il faut que la population se rende compte que si elle-même, elle n'appuie pas, même financièrement, quoiqu'elle est pauvre, mais si elle ne donne pas 1000 francs ou 2000 francs pour qu'on arrive à avoir le moyen de faire notre campagne, au finish, ceux qui ont l'argent, parce que le milieu économique qui aurait pu, dans certains cieux, mettre un peu la main, c'est cette petite milieu économique et avec ce qu'on appelle la petite corruption, c'est dealer à se faire protéger par une police des proximités ou ceci au détriment de ce que la loi, par exemple, dit. Et donc, des fois, ne voit pas l'intérêt de pouvoir nous aider à arriver. Au finish, il sera soit aller emprunter, on ne sait pas d'où, ou tout simplement aller se donner ou tomber dans le bras de ceux que l'on reproche avoir pris ce qui nous appartenait, qui me donneraient le moyen de venir faire campagne. Les t-shirts, l'argent, les 3 000, les 5 dollars que les gens donnent, quand on vous le donne, soyez-en conscients que si ces gens arrivent là-bas avec vos voix que vous aurez achetées, ils vont d'abord avant tout chercher leur argent qu'ils ont mis sur vous. Peut-être que pour une fois, par rapport à ces élections, allons dans la rupture. Les députés ne pourront jamais te faire des routes directement, ni te donner de l'argent pour ton business directement, pensant que quand il arrive là-bas, il va le faire. Les missions de députés sont définies et comprenez qu'il peut agir sur vous que de manière indirecte. Donc le mieux, c'est de voter avec votre cœur, avec votre conviction, de vous dire que cette personne mérite d'y aller parce que depuis longtemps, elle a toujours parlé pour nous. S'il arrive là-bas, il pourra effectivement, au-delà de loi qu'il a à faire, mais contrôler surtout l'exécutif et faire tomber des ministres, même de son propre camp, parce qu'il s'agit de l'intérêt collectif. Et moi, en tant qu'artiste candidat culturel, si j'arrive là-bas sur des questions d'intérêt général, il n'y aura pas un parti, comme on dit, il n'y aura pas le côté partisan d'un camp ou l'autre. Voilà. Merci beaucoup. Je C'est moi. suis très content, très ému de vous recevoir dans cette émission. Fidèles téléspectateurs, vous avez compris vous-même la personne que nous avons reçue aujourd'hui. Et il s'agit bien de Lexus Légal. Lexus Légal semble être un sobriquet, un surnom
Quel est le vrai nom avant de tout finir? Mon nom, tout simplement, c'est Dende Essakanu. Mon prénom, c'est Alex. Et sur le bulletin de la CENI, ils trouveront Dende Essakanu Alex Lexus. On a mis Lexus comme ça, on pourra faire un peu référence à ce que les gens connaissent. Merci beaucoup. C'est bon. Nous avons notre livret d'or. Nous vous demandons d'y laisser un message et nous allons garder ces messages jalousement. Merci Avec beaucoup. plaisir, merci. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo matondi na mokili. Moto nyonso azali na mposa ya kokumisa. Moto nyonso akoyoka onse ya motema mposa ya kokumisa. Akumisi nzambe ya lokuta na ya dikeko mosusu akumisi nzoto ya mwasi nzoto ya mobali mosusu akumisi moso. Voilà, vous venez d'écrire sur notre cahier livre d'or, les livres d'or. Vous pouvez nous lire ce que vous avez écrit là? J'ai écrit des petits mots très simples. Vraiment, je ne voulais pas me compliquer parce que c'est en même temps à la lumière de ce que j'ai senti dans cette émission. J'ai écrit pour la convivialité, le professionnalisme, le calme et la profondeur des questions, mais aussi pour la qualité de l'équipe. Je vous dis merci. Espérons revenir pour une prochaine fois dans cette émission. Merci, la noblesse oblige. Merci, monsieur l'abbé Jean-Marie Condé. Voilà, Dende Essakanu Alex. Merci beaucoup. C'est moi. Nous